C'est comme si on n'a jamais eu d'élection. Il y a des gens qui ne se reconnaissent pas, qui continuent à s'insulter, à ne pas reconnaître telle ou telle personne. La même attitude de 1960 continue à 2020. Par exemple, pourquoi est-ce que nous avons perdu autant de pouvoir d'achat de la population congolaise? Parce que l'économie s'est rétrécie, on n'a pas créé de la richesse, on s'est contenté donc de pouvoir s'accaparer de ce qu'on a trouvé de la période coloniale sans pouvoir ajouter de la valeur. Si nous voulons changer les choses maintenant, faisons le contraire de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je peux avouer quand même que j'avais senti, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. On dit qu'il y a plusieurs pays voisins de la RDC qui ont pris un morceau du territoire national et qui ont des armées étrangères sur notre territoire. Je me serais attendu ou je m'attendais à ce que le chef de l'État en parle et dise est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à chasser toutes ces armées-là pour recouvrer? Pourquoi ils sont déjà sur notre territoire national? Vous savez, j'ai suivi cette déclaration de M. Chadari et je suis très déçu que quelqu'un qui avait des ambitions de devenir président de la République puisse parler comme l'homme de la rue. Il parle comme, je suis navré de dire, comme un voyou. Lorsqu'il dit, si vous nous touchez, vous allez voir ce que nous allons faire donc au pays. Il menace qui? Nous ne sommes pas ses enfants ici. Nous sommes 100 millions de Congolais et nous avons besoin d'avoir un état de droit fonctionnel, c'est-à-dire nous avons besoin d'avoir tous les Congolais traités de la même façon. Vous venez de le dire, on a arrêté Kamere, on l'a jugé, on l'a trouvé coupable, on l'a mis en prison. Il est condamné pour qu'on puisse récupérer, confisquer tous ses biens et il va nous rembourser non seulement l'argent qu'il avait détourné, mais également avec dommages et intérêts. J'ai trouvé que le peuple congolais adore suivre les procès à la télévision. Qu'on nous offre un autre procès donc de ce niveau-là, je pense que c'est une très bonne chose pour la mise en place d'un État fonctionnel. Donc il ne faut pas qu'Albert Yuma puisse échapper à cela parce qu'il appartient au groupe FCC et que le FCC veut qu'on puisse protéger tous les gens du FCC qui ont détourné et qui ont commis des crimes dans ce pays. Tout le monde doit passer devant les droits, l'état du droit, et tout le monde doit être jugé de la même façon. Quand on me dit qu'il y a un certain monsieur, vous l'appelez comment, Yemei? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui il est, mais s'il y a ce monsieur-là qui se comporte comme ça dans notre République, il faut qu'il sache que ce temps est dépassé. Et lui, le ministre de la Justice, et le gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilunkamba et Yemei, ils vont connaître les rigueurs de la loi si les choses continuent comme ça. Salut à tous, c'est Astrid Kamalou pour l'émission qu'on en parle. Aujourd'hui, je reçois pour vous le docteur Noël Tchani Mwadianvita. Bonjour, monsieur Noël. Bonjour. Comment se porte votre regroupement? Le regroupement se porte très très bien, mais la RDC se porte très mal. Comment ça? Mais on vient de célébrer 60 ans d'anniversaire de l'indépendance. Il faut dire que c'est une fête de l'indépendance que nous passons dans la morosité, étant donné qu'en tant que peuple, en tant que pays, nous avons très peu de choses que nous pouvons montrer que nous avons réalisées sur une période de 60 ans. On dirait que nous avons passé 60 ans de gâchis, 60 ans de manque de vision, de destruction totale de notre pays, 60 ans de misère de la population, 60 ans de paupérisation de la population congolaise. Donc, il n'y a pas de raison de se réjouir de cette performance-là. Mais je considère que c'est le moment de faire le bilan pour que nous puissions prendre des actions collectives afin que ce qui nous est arrivé jusqu'à présent ne puisse plus se reproduire pendant les 60 prochaines années. Que doivent faire nos autorités par rapport à ça? Parce que pour le moment, ils se battent et puis il n'y a rien qui marche. Vous savez, le développement d'un pays exige la participation de tout le monde. Il n'y a pas que les autorités, il y a ce que j'appelle toutes les parties prenantes doivent s'impliquer dans le processus de développement pour changer leur destin. Et dans ces conditions, dans ce cas précis,
toute la population congolaise doit prendre conscience déjà d'où nous venons, ce que nous avons fait comme erreur et les mesures correctives que nous devons prendre pour l'avenir. Maintenant, la question est de savoir quelles sont les choses que nous devons faire pour que nous puissions avoir les meilleures 60 prochaines années, que ce soit qu'on puisse avoir une meilleure performance que ce que nous avons réalisé jusqu'à présent. Ce que nous devons faire, déjà, c'est faire un bon diagnostic de ce qui s'est passé. On sache pourquoi ça n'a pas marché. Et si vous me permettez, je pourrais dire peut-être secteur par secteur. Nous avons échoué sur le plan politique, étant donné que les leaders politiques congolais, et il y en a eu plusieurs, se sont laissés manipuler souvent par l'extérieur, et ils ont manqué de vision du développement du pays. Ils se sont donnés à des guerres fratricides et ils ne parlent jamais le même langage. Ce qui s'est passé en 1960, où il y a eu des gens qui s'entretuaient et ils ont fini par la mort de Patrice Emery Lumumba. Ce qui s'est passé en 1960, ça se répète aujourd'hui. Nous avons eu des élections. Après les élections, c'est comme si on n'a jamais eu des élections. Il y a des gens qui ne se reconnaissent pas, qui continuent à s'insulter, à ne pas reconnaître telle ou telle personne. La même attitude de 1960 continue à 2020. Donc, sur le plan politique, l'homme politique congolais n'a pas appris la leçon. Sur le plan économique maintenant, nous avons manqué de vision de développement, si bien qu'il y a eu des politiques économiques en dents de scie. Tantôt on dit une chose et immédiatement après cela on fait le contraire, si bien qu'on se neutralise mutuellement. Je donne l'exemple. Mobutu, dans les années 70, annonce une politique pour développer la RDC, atteindre ce qu'il a appelé l'objectif 80, où il voulait avoir la première place, la deuxième place, et pas la troisième place. Une bonne vision pour développer le Congo. Et immédiatement, après avoir fait ça, il nationalise les entreprises. Nationalisant les entreprises, les prenant des mains des propriétaires qui savaient ce qu'ils faisaient, qui avaient investi de l'argent pour les donner aux mains des gens qui ne savaient même pas comment une entreprise donc est gérée. Il avait détruit complètement le capital qu'on avait. Alors, en d'autres termes, on a eu une politique, une vision, et on a fait le contraire de ce qu'il fallait pour arriver à réaliser cette vision-là. Nous arrivons à l'étape du Kabila Père, qui, d'une part, il veut réaliser ce qu'il appelle l'économie sociale du marché, que lui-même il sait définir. Il entre en confrontation avec la communauté internationale, et à la fin de la journée, il a perdu le temps au point de perdre sa propre vie. Donc, depuis ce temps, depuis 1960, sur le plan politique, le Congo n'a pas eu une vision claire de ce qu'on pouvait faire et n'a pas mobilisé toute la participation à mettre en œuvre cette vision-là. Sur le plan social maintenant, en 1960, la RDC avait un PIB par habitant de 1000 $. Aujourd'hui, nous avons des 1000 $ 27 pour être exact. Aujourd'hui, nous avons un PIB par habitant de 458 $. Nous avons perdu près de 60% du pouvoir d'achat de la population congolaise. Et donc, en d'autres termes, nous avons échoué. On a fait une chose, on a réalisé le contraire. Par exemple, pourquoi est-ce que nous avons perdu autant de pouvoir d'achat de la population congolaise? Parce que l'économie s'est rétrécie, on n'a pas créé de la richesse, on s'est contenté donc de pouvoir s'accaparer de ce qu'on a trouvé de la période coloniale, sans pouvoir ajouter de la valeur. L'économie n'est pas diversifiée. On a abandonné le secteur agricole qui pouvait nourrir la grande majorité de la population, qui pouvait créer donc plus d'emplois. On s'est replié sur les industries extractives, où il était facile de capturer quelques matières premières, mais que nous n'avons pas transformées en produits finis à l'intérieur du Congo. On a exporté à l'état brut, sans ajouter de la valeur dans le pays, laissant des chômeurs ici, créant des emplois donc à l'extérieur. Nous avons échoué. Sur le plan... Revenant, tu peux en arrière sur le plan économique, les infrastructures de base. Un grand pays qui avait déjà un peu d'infrastructures de base en 1960, nous n'avons même pas entretenu ces infrastructures-là. Nous les avons laissées se détruire et nous n'avons pas construit de nouvelles infrastructures au point où aujourd'hui, moins de 10% de la population ont accès à l'eau potable, à l'électricité. Nous n'avons pas de routes pour connecter toutes les provinces du pays. Nous manquons un peu du tout. Pas d'aéroport moderne. On a lancé quelques projets de développement agricole au Bukangolozo,
et nous avons détourné tout l'argent qu'il fallait mettre dans cet investissement-là. Donc, bref, le Congo est perdu. Les résultats que nous avons réalisés après 60 ans de gestion du pays par nous-mêmes, ces résultats sont catastrophiques, en partie à cause de la gouvernance. La gouvernance, elle est mauvaise. Nous nous sommes donnés à la politique donc de corruption, d'argent facile, d'enrichissement facile, où personne ne travaille, mais on veut prendre tout ce qu'il y a dans la caisse donc pour soi-même. Conséquence, on n'a pas un grand budget aujourd'hui pour financer les projets de développement. Donc, si nous voulons changer les choses maintenant, faisons le contraire de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, abandonnons le tribalisme, les conflits d'intérêts, investissons dans les infrastructures donc de base, l'eau, l'électricité, les chemins de fer, les routes, construisons donc notre pays, construisons les logements pour loger les Congolais, les logements sociaux modernes, pour ne pas vivre donc dans ces taudis-là qui, aujourd'hui, n'offrent pas un bon cadre de développement donc familial. Et développant les secteurs économiques tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, en les mécanisant pour que nous puissions créer des emplois pour le peuple congolais et diversifions l'économie pour joindre d'autres secteurs, le développement minier, en ajoutant de la valeur, en industrialisant pour que nous puissions transformer les matières premières congolaises en produits finis, mais aussi développer d'autres secteurs, secteur des services, secteur financier, secteur bancaire, secteur touristique, donc pour que nous puissions créer des emplois, mais qu'on ait une économie diversifiée au point où quand quelque chose de mauvais se passe dans un secteur, les autres secteurs peuvent soutenir le choc et l'économie du pays peut continuer à fonctionner normalement. Vous, en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous avez fait pour développer l'économie de notre pays? Quelles vos propositions par rapport à l'économie de notre pays? En tant qu'économiste, j'ai fait beaucoup de choses. Il faut d'abord savoir que je suis parti d'ici en tant qu'élève. Je suis allé envoyé par le gouvernement pour étudier. Mon travail était d'étudier. Et devinez quoi? J'ai étudié après le diplôme d'État. J'ai obtenu 15 diplômes. Jusqu'au niveau du doctorat et jusqu'à obtenir des diplômes post-universitaires. J'ai eu mon doctorat à l'Université de Paris 9 Dauphine en France. Et je suis allé faire MBA aux États-Unis, Master's Business Administration en banque et marché financier à New York. Et j'ai fait des études postdoctorales à Harvard. Donc, mon affectation par le gouvernement de la RDC ou du Zaïre était d'étudier. Et j'ai ramené tous les diplômes que j'étais supposé ramener. C'est la première chose. Mais maintenant, j'ai dû publier des livres qui font des recommandations de ce qu'il faut faire pour redresser le Congo. Ces livres-là, si vous voulez, je pourrais vous les présenter. Un des livres qui est connu, c'est le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Une vision de développement pour sortir le Congo du sous-développement, en faire un pays émergent en l'espace de 15 ans. Au-delà de cela, je suis l'une des personnes qui avait conçu le franc congolais, la monnaie congolaise. Quand on a eu Mobutu qui partait d'ici et qui a laissé le Zaïre monnaie qui n'avait aucune valeur, on a fait appel à moi, mon pays a fait appel à moi, je suis revenu, j'ai co-présidé la commission de réforme de la monnaie. Nous avons conçu le franc congolais, lançant le franc congolais au taux de $1 égale à 1,3 francs congolais, avec l'idée que cette monnaie allait être bien gérée, l'économie allait être bien gérée, et qu'on allait avoir une monnaie qui préserve le pouvoir d'achat de Congolais. Malheureusement, il y a eu le tribalisme qui est entré dans les têtes des dirigeants congolais qui pensaient qu'il fallait prendre telle personne originaire de son village pour gérer la banque centrale, pour gérer l'économie, pour gérer tel secteur. Conséquence, la monnaie s'est cassée complètement la tête. Sur 22 ans, nous avons aujourd'hui une monnaie qui a perdu des valeurs 150 000%, qui s'est dépréciée de 150 000%. Donc il y a eu un échec patent, même dans ce secteur-là. Mais j'avais fait mon travail des concepteurs de la monnaie, de laisser au peuple congolais une monnaie qui était aussi bonne que le dollar et l'euro. Il faut maintenant appeler ceux qui ont géré la monnaie après et qui l'ont détruite. C'est ces gens-là qui doivent vous rendre des comptes. Donc, pendant cette période, moi, je ne suis pas resté oisif. J'ai contribué à mon pays, j'ai étudié, j'ai eu l'expérience professionnelle de 40 ans en travaillant dans les grandes banques commerciales d'investissement à New York, parmi les plus grandes banques du monde, JP Morgan Chase et Citibank à New York. Et après, j'ai travaillé à la Banque mondiale à Washington pendant 30 ans. J'ai représenté mon pays avec honneur et avec dignité. Pourquoi vous étiez venu en 2018 postuler comme président de la République? Vous avez l'idée de... Est-ce que vous avez un peu l'idée de ce qui devait se passer avant et après votre élection? Mais bien sûr, je vous ai dit que j'ai
rédigé le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui est une vision de développement pour développer le pays. Pourquoi je me suis présenté aux élections? C'est parce que j'ai constaté que sur le terrain, de 1960 jusqu'en 2018 ou jusqu'aujourd'hui, les politiciens congolais qui ont géré le Congo ne savaient pas ce qu'ils faisaient ou ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont là pour s'enrichir, pour exploiter le peuple congolais, et ils n'ont pas d'idée de ce qu'il faut faire pour développer le pays. C'est ainsi que moi qui ai travaillé ailleurs, qui ai vu comment d'autres pays sont gérés, comment ces pays font des progrès et quel genre de politique donc ils emploient, je me suis dit, je voudrais venir me présenter aux élections présidentielles, expliquer à la population congolaise ce qu'on peut faire. Et si je gagne, je vais entraîner tout le monde en développant le Congo au profit de tous. Malheureusement, nous sommes arrivés, nous avons beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est une vision de développement, qui sont habitués au populisme de rue et qui ne veulent pas entendre des idées qui viennent d'ailleurs. Ils vont vous dire simplement, non, vous parlez français, nous on ne veut pas entendre parler de vous parce que nous avons besoin de gens qui parlent au lingala. Le raisonnement donc comme ça. Deux, ils vont vous dire, bon non, vous n'étiez pas avec nous ici, nous quand on souffrait, vous mangez les beefsteaks aux États-Unis. Ils ne savent pas ce que vous leur apportez en venant des États-Unis. Donc, nous avons un peuple qui est différent, qui a été dirigé par les dirigeants qu'il mérite, et ces dirigeants ne l'ont pas sorti donc des problèmes. J'ai tenté, ça n'a pas réussi, mais je ne vais pas abandonner, parce que je suis resté avec ce peuple-là pour l'entraîner tous les jours, pour essayer de créer la symbiose, pour qu'ils puissent comprendre d'où je viens, ce que je voudrais réaliser. S'ils comprennent, peut-être que dans l'avenir, les choses pourraient être différentes. Votre avenir politique, vous pensez que vous allez encore postuler à 2023? C'est trop tôt pour le dire. Pour l'instant, nous avons une mandature qui vient à peine de commencer. On a un président de la République à qui on souhaite bonne chance. Je crois que quand on va s'approcher de 2023, on va évaluer le contexte général du pays. On va déterminer s'il y a des progrès qui sont faits ou pas. S'il n'y a pas de progrès, et nous estimons que nous pouvons faire mieux que ceux qui sont en charge, on va décider en ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Je préfère ne pas m'aventurer. Je ne peux pas annoncer la candidature à la présidence de la République sur un plateau de télévision. Au moment approprié, on va évaluer le contexte. On va évaluer donc les opportunités qu'il y a et ce qui reste donc à faire sur le plan du développement. Si on estime que nous avons de la valeur ajoutée, on va vous annoncer en ce moment-là. Le discours du chef de l'État, ça vous dit quelque chose? Parce que la population attendait de lui autre chose, l'insécurité, la famine et consorts, mais lui, il a martelé sur autre chose. Ça vous inspire un peu? C'est une population assez spéciale. Moi, je crois que le discours du chef de l'État est un très bon discours. Okay? Il a fait le diagnostic de 60 dernières années. Il a dit que nous avons échoué collectivement et il a admis ça. Et il a dit, bon, voilà, si nous devons aller de l'avant, voici des choses que nous devons faire pour arriver à sortir des difficultés. Il a parlé un peu de la question de sécurité à l'Est et il a dit qu'il allait tout faire pour qu'on arrive à terminer avec l'insécurité. Sans aller dans les détails, n'oubliez pas que le discours lui-même était déjà trop long. On ne peut pas aller dans les détails donc, dans un discours donc, de ce genre-là. Je peux avouer quand même que j'avais senti, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. On dit qu'il y a plusieurs pays voisins de la RDC qui ont pris un morceau du territoire national et qui ont des armées étrangères sur notre territoire. Je me serais attendu ou je m'attendais à ce que le chef de l'État en parle et dise est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à chasser toutes ces armées-là pour recouvrer? Pourquoi ils sont déjà sur notre territoire national? Il n'en a pas parlé. Je voudrais aussi, j'aurais bien voulu que le chef de l'État élabore sur un autre aspect qui me tient à cœur personnellement. Il a dit que le niveau de vie de la population de 1960 à 2020 a diminué de près de 60%. Il a dit simplement que c'était à cause de diminution des activités économiques, ce qui est vrai. Mais il y a un élément important que moi je pense, tout Congolais doit être conscient de cela. Et tant que nous n'avons pas pris conscience et que nous n'avons pas rectifié le tir, pendant les 60 prochaines années, on aura encore une diminution de plus de 60% du niveau de vie de la population congolaise. Cet élément, c'est quoi? C'est la monnaie congolaise. Pour vous donner un exemple, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on a connu deux monnaies, mais en trois phases. Il y a eu d'abord le franc congolais d'avant, qui a été remplacé par le Zaïre monnaie. Et le Zaïre monnaie, au début, c'était $1 égale 1 Zaïre égale à $2.
au moment où on terminait les mandats de Mobutu, ou bien quand il fuyait en 1997, en ce moment-là, le Zaïre monnaie ne valait plus rien. On avait un Zaïre, un dollar, qui valait donc des millions de Zaïre. Donc la monnaie s'était totalement discréditée, avait perdu toute valeur. Alors, maintenant, on a fait la réforme monétaire en 1997-98 avec l'idée de donner au peuple congolais une monnaie qui allait être plus stable que le Zaïre monnaie. Malheureusement, je suis désolé de vous dire aujourd'hui que 22 ans après, la monnaie congolaise, le franc congolais que nous avons, a perdu près de 150 fois sa valeur, c'est-à-dire 150 000 fois sa valeur. Ça veut dire que en 1998, un franc congolais achetait 72 cents d'un dollar. Aujourd'hui, 22 ans plus tard, un franc congolais achète combien? 0 cents d'un dollar. La monnaie a perdu toute valeur. C'est devenu la monnaie des singes, au point où le peuple congolais a rejeté toute la monnaie congolaise. On utilise maintenant quoi? On utilise le dollar, ou l'euro, ou le franc CFA, ou le kwanza zambien, ou le kwanza angolais, ou le kwanza zambien, ou le franc burundais, ou le franc rwandais, ou le shilling ougandais. On utilise toutes les monnaies des pays voisins. Et notre monnaie est devenue marginale dans notre propre pays, au point où le franc congolais ne représente plus que 5% de la masse monétaire du pays. Toutes les 95% de la masse monétaire du pays se trouvent dans des monnaies étrangères. Nous avons perdu le contrôle, ou bien ce que j'appelle la souveraineté monétaire nationale, parce que nous violons tous les jours la constitution de la RDC qui dit dans son article 170 que la monnaie congolaise, c'est le franc congolais. Et il n'y a que le franc congolais qui doit circuler sur l'étendue du territoire national. Donc nous avons échoué de ce côté-là. Alors la dépréciation monétaire, dans des proportions exponentielles que nous avons connues, est l'élément principal de paupérisation de la population. Parce que, je vous donne des exemples pour simplifier les choses. Si au début de l'année, vous gagnez 1000 francs congolais, et qu'un franc congolais s'échange non, je vais rétropédaler. Si au début de l'année, vous gagnez l'équivalent de 1000 dollars, l'équivalent, mais en francs congolais, mais le taux d'échange en ce moment-là est de 1600 francs congolais pour un dollar. Vos 1000 dollars multipliés par 1600, vous avez, c'est 1 600 000 francs congolais comme salaire au début du mois. Et avec ça, vous pouvez payer le loyer, acheter de la nourriture, payer une voiture, ou bien louer une voiture, ainsi de suite. À la fin de l'année, si le dollar a augmenté, c'est-à-dire que le franc congolais a diminué, parce que vous êtes payé en francs congolais, et que maintenant, le taux d'échange est passé de 1 dollar égal à 1600 francs congolais ça passe à 1 dollar égal à 3200 francs congolais. À la fin de l'année, votre pouvoir d'achat a diminué de 50%. C'est-à-dire qu'en termes réels, au début, vous gagnez 1000 dollars, à la fin de l'année, vous gagnez 500 dollars. C'est ça que ça veut dire. Vous avez perdu le pouvoir d'achat. Donc, l'élément principal de paupérisation de la population congolaise, c'est la monnaie congolaise. Donc, si nous voulons changer ça, je voudrais dire ça au chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'élément principal pour stabiliser le pouvoir d'achat de la population congolaise, c'est la monnaie. Au-delà de la diversification économique et de tous les autres facteurs qui peuvent intervenir, si vous stabilisez la monnaie, vous allez stabiliser le pouvoir d'achat de la population congolaise. Donc c'est une question prioritaire à laquelle les autorités politiques doivent faire très attention. Du programme des 100 jours du chef de l'État, en d'autres termes, le procès de Vital Kamerhe et M. Djamal et M. Moïma. Moïma, c'est ça? Moïma. Jeannot Moïma. Oui. Je crois que les gens du FCC ont vu ce qui est arrivé à Vital Kamerhe et ses copains. Et ils ont vu que quand on a l'état de droit, quand vous avez un certain comportement à l'égard des fonds publics, on va vous arrêter, vous juger, vous condamner, et vous mettre en prison pour 20 ans plus privation de tous les droits civiques et consorts. Et ils ont beaucoup de choses à se reprocher, ces gens-là. Ils ont géré le Congo pendant, depuis 1997, depuis l'arrivée de la FDL à Kinshasa jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont commis beaucoup de crimes économiques. Il y a beaucoup de détournements de fonds publics, beaucoup de projets qu'ils étaient supposés exécuter pour lesquels ils ont reçu l'argent de l'État et ils n'ont jamais délivré sur ces projets. Ils se sont dit, si l'État de droit arrive et qu'on nous fait comme on a fait à Kamerhe, c'est qu'à la fin de la journée, nous allons tous finir à Makala.
ils ont paniqué. C'est comme ça que Minaku s'est précipité avec ses copains du FCC pour présenter ces projets-là à l'Assemblée nationale pour réduire l'indépendance de la justice. Parce que dans le cas des Camérés, les magistrats ont pu faire leur travail parce qu'ils sont indépendants. Il n'y a personne qui leur a dit arrêtez de faire ça ou ne posez pas certaines questions ou ainsi de suite. Là. Donc, dans les projets de Minaku, on propose de réduire l'indépendance de la justice, l'indépendance de la magistrature, pour mettre les magistrats sous la coupole du vice-premier ministre en charge de la justice, pour que ce vice-premier ministre-là, les magistrats lui rendent compte et que lui décide s'il faut poursuivre quelqu'un ou pas. Et que si vous avez commencé à faire des enquêtes, à vous rassembler certaines informations et que le ministre estime qu'il ne veut pas que cette enquête se poursuive, il va vous dire d'arrêter. En quelque sorte, un ministre FCC pour protéger les gens du FCC qui seraient accusés d'avoir mis des mains dans les caisses de l'État. C'est ça l'idée derrière les projets de loi proposés par Minaku et Sakata. Donc, pourquoi maintenant? C'est parce qu'ils ont vu, ils ont paniqué à cause du procès des Camérés et ils veulent arrêter donc ce mouvement-là de la mise en place d'un État de droit fonctionnel. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire en tant que pays? Nous devons avoir une justice qui fonctionne conformément à notre Constitution, où il y a séparation des pouvoirs. Séparation entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, pour que le judiciaire soit indépendant et quand il y a des enquêtes à mener, ils le font donc d'après leur âme et conscience, sans qu'il y ait empiètement de la part de l'exécutif. C'est ça que notre Constitution recommande et c'est ça que nous voulons. Et j'ai compris dans le discours du chef de l'État, Dieu merci, il est comme nous, il voit les choses de la même façon et j'espère que ces projets de Minaku et de Sakata ne vont pas aller de l'avant. Caméré, détournement 48 millions ou 47, arrêté et condamné pour 20 ans de prison. Tandis que Albert Youma, selon les rumeurs, on sait qu'Albert Youma a détourné plus de 200 millions de dollars. Il est libre et on ne touche pas à Albert. Et puis il y a Chadar qui dit ce qui Bosimbi Minaku et Bosimbi Youma et puis on va neutraliser les pays. Que pensez-vous de cela? Le chef de l'État n'est pas fort pour arrêter Albert ou comment? Vous savez, j'ai suivi cette déclaration de M. Chadari et je suis très déçu que quelqu'un qui avait des ambitions de devenir président de la République puisse parler comme l'homme de la rue. Il parle comme, je suis navré de dire, comme un voyou. Lorsqu'il dit, si vous nous touchez, vous allez voir ce que nous allons faire donc au pays. Il menace qui? Nous ne sommes pas ces enfants ici. Nous sommes 100 millions de Congolais et nous avons besoin d'avoir un état de droit fonctionnel, c'est-à-dire nous avons besoin d'avoir tous les Congolais traités de la même façon. Vous venez de le dire. On a arrêté Caméré, on l'a jugé, on l'a trouvé coupable, on l'a mis en prison. Il est condamné pour qu'on puisse récupérer, confisquer tous ses biens et il va nous rembourser non seulement l'argent qu'il avait détourné, mais également avec dommages et intérêts. Il faut que ce principe-là s'applique à tous les Congolais, sans exception. Nous ne voulons pas qu'un certain Chadari vienne nous dire que si vous touchez à Youma, vous avez des problèmes avec nous. Vous qui? Donc nous voulons que tous les Congolais soient traités de la même façon. Si on reproche des choses à Albert Youma, il faut que les avocats s'en chargent, les magistrats s'en chargent, les ministères publics et consorts mènent des enquêtes. Une fois qu'ils ont suffisamment donc de preuves, il faut qu'ils ouvrent donc un cas, qu'on passe donc à la télévision. J'ai trouvé que le peuple congolais adore suivre les procès à la télévision. Qu'on nous offre un autre procès donc de ce niveau-là, je pense que c'est une très bonne chose pour la mise en place d'un État fonctionnel. Donc il ne faut pas qu'Albert Youma puisse échapper à cela parce qu'il appartient au groupe FCC et que le FCC veut qu'on puisse protéger tous les gens du FCC qui ont détourné et qui ont commis des crimes dans ce pays. Tout le monde doit passer devant les droits, l'état du droit, et tout le monde doit être jugé de la même façon. Et l'arrestation du ministre de la Justice, lui, on l'a arrêté après un moment. Oh, Yémé, Yalobi Batikaye, Yémé, Yalobi, qu'il soit libéré, qu'il soit à côté. Pourquoi ça? Pourquoi choisir d'autres personnes arrêtées et d'autres personnes ne peuvent pas toucher? Nous avons besoin de recevoir des explications de la part des autorités du pays. Pourquoi? Parce que quand on a arrêté le ministre, il y avait des raisons qui étaient avancées très clairement. Il s'est comporté comme un bandit qui a agi avec conflit d'intérêts, c'est-à-dire l'Assemblée nationale lui a envoyé les projets de loi Sakata et Minaku
pour qu'il puisse donner les observations du gouvernement. Quand on dit observation du gouvernement, c'est-à-dire vous prenez ces projets de loi, vous présentez à tout le gouvernement se réunit, fait des observations et vous renvoyez maintenant ces observations au niveau de l'Assemblée nationale. On était surpris d'apprendre que les observations étaient envoyées par le ministre tout seul depuis le 18 juin et que le Premier ministre, lui, n'a su que le 22 juin où il a demandé au ministre de la Justice de pouvoir élaborer des commentaires au niveau de tout le gouvernement. Et ils vont en Conseil des ministres. Le vice-premier ministre en charge de la Justice fait semblant de ne pas être au courant et il fait perdre du temps à ses collègues qui commencent à élaborer des commentaires. Ce n'est qu'après qu'on découvre qu'il avait déjà répondu. Et ici, donc, ce qui est très grave, c'est quoi? C'est qu'il a répondu en donnant l'avis favorable du gouvernement, mais un avis favorable qui venait de lui. Pourquoi? Parce que c'était lui le bénéficiaire de ces projets de loi. On allait lui donner plus de pouvoir que les magistrats. On allait mettre les magistrats sous sa coupole. C'est un conflit d'intérêts. Donc, moi, je pense qu'il a fait usage du faux. Il y a faux et usage du faux. Il y a conflit d'intérêts et il doit être jugé, condamné et qu'il puisse subir la rigueur de la loi. Alors, quand on me dit qu'il y a un certain monsieur, vous l'appelez comment, Yemei? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui il est, mais s'il y a ce monsieur-là qui se comporte comme ça dans notre République, il faut qu'il sache que son temps est dépassé. Et lui, le ministre de la Justice, et le gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilunkamba et Yemei, ils vont connaître les rigueurs de la loi si les choses continuent comme ça. Un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que je voudrais d'abord souhaiter à mes compatriotes meilleurs vœux pour le 60e anniversaire de notre indépendance. C'est une indépendance acquise au prix de 1000 sacrifices et au prix du sang de beaucoup de nos compatriotes. Nous avons connu les martyrs de l'indépendance avant 1960. J'ai vu certaines des images qui circulent sur les réseaux sociaux, comment ils étaient maltraités par les Belges, pendus, on coupait les mains, on les traitait comme des animaux. Ils se sont battus pour arracher l'indépendance. Après l'indépendance, nous avons vu aussi les leaders de notre communauté, Patrice Emery Lumumba, qui se sont battus comme ils pouvaient pour nous délivrer. Et nous avons acquis cette indépendance-là. Surtout maintenant, nous avons mal géré notre pays pendant les 60 dernières années, malgré tous les sacrifices consentis par ces compatriotes-là avant l'indépendance et quelques temps après l'indépendance. Je voudrais que nous puissions nous ressaisir en tant que pays. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous avons mal fait avec la gouvernance du pays jusqu'à présent. Ressaisissons-nous et faisons le contraire de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Dotons notre pays d'une nouvelle vision du développement pour que nous puissions mobiliser tout le peuple congolais, qu'on ait une bonne gouvernance, qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, qu'on investisse dans les ressources humaines, c'est-à-dire dans l'éducation, la santé, qu'on construise les infrastructures de base, les routes, les autoroutes, qu'on diversifie notre économie, qu'on industrialise notre pays. Si nous arrivons à le faire, je suis convaincu que nous allons développer la RDC à une vitesse exponentielle et nous allons créer de bonnes conditions de vie, pas pour un Congolais, mais pour tous les Congolais sans exception sur l'ensemble du territoire national. Et nous allons réaliser le rêve de nos pères de l'indépendance, qui disaient, et qui disent encore, d'ailleurs nous répétons ça tous les jours dans notre hymne national, que nous devons bâtir un pays plus beau qu'avant. Et nous n'allons le faire qu'avec le travail. Il n'y a personne d'autre qui viendra le faire pour les Congolais. Donc, encore une fois, je vous souhaite bonne fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, 60e anniversaire que nous célébrons aujourd'hui. Mettons-nous ensemble, travaillons ensemble et nous allons développer la RDC au profit de tous. Mais ceux qui veulent me contacter, je voudrais vous dire que je suis président des regroupements politiques qu'on appelle la Force du Changement, qui a une vision grandiose pour développer la RDC au profit de tous. Je voudrais que nous puissions nous mobiliser autour de cette vision de développement. Alors, si vous voulez me contacter à la Force du Changement, voici les numéros de téléphone appelés, plus 243 81 50 99 337 ou bien plus 243 85 210 22 22. Je souhaiterais échanger avec vous et je souhaiterais qu'on travaille ensemble pour développer la RDC à une vitesse exponentielle pendant les 15 prochaines années. Nous allons en faire un pays émergent dont nous pourrons tous être fiers. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous avez suivi le docteur Noël Tchani Mwadianvika. Il vous a expliqué à long et à large la situation de notre pays. Pour le reste, abonnez-vous massivement
et on se revoit bientôt.